On a obtenu les équations d'équilibre en X et en Z sur notre fluide et puis sur notre tuyau à l'aide de la méthode de Newton, avec notre diagramme de corps libre. Ce qu'on voudrait avec ces 5 équations-là, c'est pouvoir les combiner toutes ensemble afin d'obtenir l'équation du mouvement de notre tuyau. Le mouvement de notre tuyau qu'on caractérise avec son déplacement dans la direction transverse W. Donc, ce qu'on voudrait, c'est avoir une seule et même équation différentielle qui fait juste intervenir des dérivés de W, soit en espace, en X, ou dans le temps avec T. Donc, vous remarquerez ici que j'ai changé les dérivés en S par des dérivés en X, parce que notre tuyau est inextensible et puis nos angles sont petits. Alors, ça revient à la même chose. Donc, ce qui nous manque afin d'unifier toutes ces équations-là dans une seule, c'est deux choses. D'une part, c'est qu'il faut venir évaluer les accélérations fluides qu'on a ici. Donc, on n'a pas de terme en ce moment pour les exprimer. Et puis, l'autre chose, ça va être d'exprimer notre moment fléchissant. Donc, commençons par le moment fléchissant. On va faire appel au modèle de poutre d'Euler-Bernoulli. Et qu'est-ce que ça nous dit, le modèle de poutre d'Euler-Bernoulli? C'est que notre moment fléchissant va être linéairement proportionnel à la courbure de notre poutre. Et la constante entre la courbure et le moment fléchissant, c'est la rigidité en flexion, donc le produit du module de Young et le second moment de section de notre poutre, dans ce cas-ci, le second moment de section de notre tuyau. Comme on considère des petits déplacements W, la courbure kappa, on peut l'approximer comme étant la seconde dérivée de la flèche W par rapport à la coordonnée axiale X. Donc, notre moment fléchissant, ça devient le produit module de Young, second moment de section, deuxième dérivée de la flèche par rapport à X. Alors, on peut remplacer notre moment fléchissant dans nos équations différentielles par la dérivée qu'on a ici. Donc ici, on utilise le modèle de poutre d'Euler-Bernoulli. On aurait pu utiliser par exemple un modèle de poutre de Timoshenko pour prendre en compte des effets d'efforts tranchants et puis de cisaillement de la section. Donc, on a réussi à se débarrasser d'un inconnu de notre système d'équations. On a réussi à se débarrasser du moment fléchissant. On l'a exprimé comme une dérivée de notre flèche. Donc, il nous reste toujours les accélérations fluides. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la vitesse d'un point sur la ligne de notre tuyau. Donc, la vitesse de notre tuyau, la vitesse P, donc la vitesse au point P, ou la vitesse du pipe, c'est la dérivée dans le temps du vecteur de position qui mène jusqu'au point P. Donc, notre vecteur de position R, c'est la coordonnée en X et puis la coordonnée en Z de notre point avec nos vecteurs unitaires I et K. Et comme I et K sont définis dans notre repère eulérien, dans notre référentiel du laboratoire qui ne change pas, leur dérivée est nulle et donc la dérivée de tout ça, c'est uniquement X point puis Z point fois les vecteurs I et K. Donc ça, c'est la vitesse du tuyau. Donc la vitesse du fluide qui se déplace dans le tuyau, ça va être quoi? Ça va être la vitesse du fluide, ça va être la vitesse du tuyau plus la vitesse du fluide à l'intérieur du tuyau fois le vecteur tangentiel local. Donc, notre vecteur tangentiel, lui, c'est quoi? Ça va être la dérivée de la coordonnée X par notre coordonnée lagrangienne le long de notre tuyau fois notre vecteur I, puis plus la dérivée de notre coordonnée Z fois notre vecteur par notre coordonnée lagrangienne fois notre vecteur unitaire K. Donc, ça nous permet de réexprimer notre vecteur tangent. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que notre vitesse fluide, c'est tout d'abord la dérivée temporelle de X et Z. Donc, la dérivée temporelle de X et Z,
plus la vitesse grand U, qui est ici, multiplié par la dérivée de x par rapport à s, donc la dérivée de x par rapport à s, plus la dérivée de z par rapport à s. Donc, notre vitesse fluide, c'est la dérivée temporelle plus la vitesse fluide fois la dérivée spatiale des coordonnées de notre point. Et donc, cette combinaison-là de deux dérivées, ddt plus u dds, on va rebaptiser ça comme étant la dérivée matérielle. Ou parfois, on appelle ça aussi la dérivée lagrangienne. Donc, on va symboliser avec le grand D, dr dt. Et donc, ça représente en fait la dérivée qu'il y a dans cette parenthèse-là ici. Donc, on a une expression pour notre vitesse fluide, mais si vous vous souvenez, dans nos équations, c'est l'accélération fluide qu'on a besoin de venir exprimer. Donc, on reprend notre équation ici, puis ce qu'on va venir dire, c'est que notre position en Z, puisque notre tuyau est initialement le long de l'axe X, ça va être tout simplement le déplacement W. Et puis la dérivée de X par rapport à S, comme notre tuyau est inextensible puis nos déplacements sont petits, ça va être à peu près 1. Et la dérivée de X par rapport au temps, la dérivée de X par rapport au temps, ça serait la dérivée de U par rapport au temps. Ça, c'est de second ordre. Donc, on va le négliger. Donc, en prenant ça ici, puis en le remplacer dans notre expression de la vitesse fluide, on peut réexprimer notre vitesse fluide comme suit. Puis, de façon similaire, puisque notre vitesse fluide, c'est la dérivée matérielle de la position dans le temps, l'accélération fluide, ça va être la deuxième dérivée matérielle de la position dans le temps. Donc, on applique deux fois cette dérivée grand D de t à la position. Et puis, on obtient la série de termes qu'on a ici. Voilà. Donc, on a atteint notre objectif. On a exprimé notre accélération fluide sous la forme de termes qui font intervenir la position W de notre tuyau. Et puis qui font intervenir U, qui est la vitesse du fluide à l'intérieur du tuyau. Donc, si on prend notre formulation pour l'accélération et on remplace nos moments fléchissants par la courbure et la rigidité en flexion de notre tuyau, on est capable de combiner nos équations de force en Z et de moment en une seule équation qui se rapproche de notre équation du mouvement. La seule chose qui nous manque ici maintenant, c'est de venir évaluer la tension dans notre tuyau. Donc, la tension dans notre tuyau, comment est-ce qu'on va faire pour l'évaluer? C'est qu'on va prendre notre somme des forces en X dans le fluide et dans le tuyau, et puis on va faire intervenir notre vitesse fluide et notre accélération fluide, et on va obtenir l'équation suivante. Donc, si on intègre notre équation de la tension, on va se retrouver avec une équation qui ressemble à ça, qui est en fait qui fait en fait intervenir différents termes qu'on peut réexprimer ainsi. C'est-à-dire que la tension moins la pressurisation qu'on va avoir dans le tuyau, ça va être équivalent à une tension uniforme plus un terme de pressurisation qui vient en fait d'un effet de Poisson. C'est quand on va pressuriser notre tuyau, en le pressurisant, il va vouloir ouvrir. Et par effet de Poisson, ça vient à comprimer les murs du tuyau, donc ça a tendance à vouloir le mettre sous tension. Ensuite, si notre tuyau est vertical, il va avoir tout l'effet de la gravité qui va agir comme tension dans notre tuyau. Et puis si la vitesse d'écoulement grand U change le long de notre tuyau ou dans le temps,
c'est qu'on on aura une vitesse d'écoulement pulsée dans le tuyau. Donc là, ça aussi, ça va venir faire fluctuer notre tension. Donc, on a ici l'expression de la tension dans notre tuyau. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on a tous les ingrédients pour venir résoudre notre problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le simplifier un peu de façon à avoir des mécanismes qui sont mis en évidence de façon un peu plus claire. Donc, premièrement, ce qu'on va faire comme hypothèse, c'est qu'on a l'écoulement dans notre tuyau n'est pas pressurisé. Il n'y a aucune tension qui est appliquée sur notre tuyau. Dans ce cas-ci, on n'aura pas de gravité, pas d'amortissement, et puis la vitesse dans le tuyau va être constante, donc il n'y aura pas de pulsation. Donc, si on applique toutes les simplifications qu'on a ici aux équations qu'on a trouvées précédemment, on obtient l'équation du mouvement simplifié de notre tuyau. Donc, on a la rigidité en flexion, la force centrifuge, l'effet de Coriolis et puis l'inertie. Donc, si on avait juste une poutre en vibration, on aurait un terme de rigidité en flexion, on aurait un terme de masse ou d'inertie fois l'accélération. Ce seraient les deux termes qui entreraient dans notre problème. Maintenant, puisqu'on considère un tuyau qui est parcouru par un écoulement, on a des termes proportionnels à U qui vont apparaître. Donc, on a le terme en U qui va nous donner l'effet de Coriolis, puis en U carré, qui lui va être la force centrifuge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux termes-là? Donc, dans un premier temps, on a l'effet de Coriolis. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet de Coriolis? Si on imagine que notre écoulement va à vitesse constante, puis on a tout le tuyau qui est en train de tourner avec une vitesse de rotation uniforme, ce qu'on voit en fait, c'est que il va falloir faire notre écoulement, en fait, il va avoir tendance à exercer une force dans le sens inverse. Pour ce qui est de la force centrifuge, c'est que si on a une courbure dans notre tuyau, l'écoulement qui va rentrer dans le tuyau, qui doit descendre et puis remonter, par conservation du momentum, si ça descend puis ça remonte, conservation de la quantité de mouvement, pour réaccélérer l'écoulement vers le haut, alors qu'il s'en allait vers le bas ici, au point B, on va avoir une réaction vers le bas. Donc, la force centrifuge va avoir tendance à pousser notre tuyau vers le bas. Donc, je vous propose qu'on regarde, je pense que pour la force centrifuge, c'est assez simple, mais pour la force de Coriolis, je vous propose qu'on la regarde de façon un peu plus attentive. Donc, supposons qu'on a un système un peu simplifié comme ça. On a une espèce de pendule ici qui, lui, est en train de tourner autour de son point d'ancrage avec une vitesse angulaire grand oméga. Et puis, on a une masse ici qui coulisse le long de ce pendule-là. Elle coulisse à une vitesse de U, et puis elle a une masse M. Donc, ce qu'on imagine, en fait, c'est que pour que notre pendule continue de tourner à la vitesse grand oméga ici, à mesure que la masse va se déplacer vers le bas, l'inertie du truc va changer. Donc, il va falloir, à mesure que la masse va descendre, il va falloir accélérer cette masse-là, parce qu'on s'entend que si elle est plus basse, elle va avoir une plus grande vitesse que si elle est plus proche du point de rotation. Donc, pour continuer à tourner au rythme grand oméga, la barre, il va falloir qu'elle exerce une force de Coriolis, Fc, qui va être égale à 2 fois grand oméga, produit vectoriel de la masse fois la vitesse.
Donc, pour continuer à tourner à vitesse grand oméga, la barre doit exercer une force de Coriolis sur notre masse coulissante égale à ça ici. Ou une autre façon de le voir, en fait, c'est que si plutôt que de tourner à vitesse constante grand oméga, notre barre était en fait un pendule ou quelque chose qui oscillait librement, ben c'est qu'elle va être décélérée par le fait que la masse bouge à vitesse grand U. Donc, elle va être décélérée par un moment un moment 2m fois grand U fois la distance L. Donc, on a la distance L ici où la masse se situe. Donc, ce moment-là, il va s'exercer, c'est la masse qui va l'exercer sur la barre et puis qui va avoir tendance à ralentir sa rotation autour de ce point-là. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'amortissement de Coriolis, parce qu'en fait, ça va tendance à ralentir ou à amortir le mouvement. L'écoulement a donc deux rôles dans la stabilité de notre tuyau. Il va générer la force de Coriolis et puis la force centrifuge, qui vont jouer un rôle central dans la stabilité de notre tuyau. Mais avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre équation du mouvement de notre tuyau simplifié, puis nulle part on a la force de friction ou la perte de charge qui apparaissent dans nos équations. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait les équations du mouvement avec la méthode newtonienne, on a dérivé partout. On avait la force de friction que le fluide exerce sur le tuyau, puis on avait aussi une perte de charge en pression dans notre tuyau. Et puis, lorsqu'on arrive avec notre équation du mouvement à la fin, ces deux termes-là apparaissent pas. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce que jamais on a fait d'hypothèse qu'on avait un fluide parfait qui génère aucune friction ou rien. Mais c'est qu'en fait, en venant obtenir nos équations, ce qui va se passer, c'est que la force de friction puis la perte de charge vont exactement s'annuler dans nos équations. Donc, c'est pas une simplification liée à une hypothèse, c'est vraiment les deux effets physiques qui s'annulent. Donc, la perte de charge dans le fluide, puis la friction du fluide dans le tuyau vont s'annuler dans l'équation de la stabilité de notre tuyau. Et donc, avant de terminer cette capsule, je voudrais vous montrer un tuyau qui vibre. Hein. Donc, ça, c'est une vidéo tirée du laboratoire d'Olivier Douaré à l'ENSTA à Paris. Donc, ce qu'on voit, c'est une vidéo au ralenti du tuyau qui est, on pourrait dire, encastré libre. Hein, il est tenu par les doigts. Et puis, on voit vraiment l'instabilité, une instabilité de flottement. On a le tuyau qui bat de gauche à droite. Et puis, je pense que ce qu'il faut observer, en fait, c'est comment le tuyau se courbe et puis il est poussé par la force centrifuge de part et d'autre. Et puis, comment le jet au bout du tuyau propulse le bout du tuyau de part et d'autre. Donc, on peut vraiment imaginer que le fluide qui sort du tuyau est comme une force suiveuse qui a tendance à venir faire gigoter notre tuyau, hein, si on veut.